commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors, Gilles William, justement, quelle question avez-vous à poser à notre ami Gérard Miller? À dire le vrai, j'étais étonné de vous savoir chez les Insoumis. Pour moi, vous étiez un psychanalyste médiatique raffiné et installé, et vous voir en compagnie de gens un peu plus frustres, façon Madame Garrido, façon Monsieur Ruffin, ou d'autres, je vous trouve un petit peu déclassé. Vous êtes peut-être la caution BCBG des Insoumis, mais la question que je voudrais vous poser, où vous vous situez au sein de la gauche caviar? Tendance Beluga ou tendance Sebrouga? Je dois vous dire que si on faisait une échelle de la vulgarité, je vous placerais au sommet. Donc vous voyez que nous n'avons pas exactement les mêmes valeurs. Et les gens que vous avez cités, Ruffin, Garrido, et je dirais tous les autres, notamment tous les autres insoumis, puisque je ne fais pas partie de la France insoumise, mais je suis un compagnon de route, tous les autres me semblent infiniment plus raffinés que ceux qui mangent avec des fourchettes et des couteaux dans des assiettes, comme on disait à l'époque, de porcelaine, ou que sais-je, des gens qui ont de bonnes manières. Je trouve infiniment plus vulgaire, pour vous dire simplement les choses, le patron du MEDEF que n'importe quel ouvrier qui, effectivement, boit un coup. Gérard! Je ne peux vous dire que ça. Il est bon, il est bon. Bien, ça c'est fait. J'ai pas eu Absatou. tout à fait ma réponse, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais Absatou, vous avez. Ah, du coup, moi, j'ai peur de lui poser ma question. Absatou, posez votre question. N'ayez pas peur, Non, bien je qu'il n'ai pas soit peur. très Non, bon. je n'ai pas peur. Emmanuel Macron a invité les grands patrons à Versailles. Bien ou pas bien? S'il faut répondre juste par un mot, je dirais bien. La question, c'est qu'est-ce qu'il leur a dit et qu'est-ce qu'il fera demain avec d'autres, qu'est-ce que je vais dire, acteurs de la vie économique et sociale. Les grands patrons sont des acteurs et donc il faut les respecter. Mais je considère que les richesses sont d'abord produites par ceux qui travaillent. Et donc j'aimerais qu'on invite aussi à Versailles des syndicalistes, des ouvriers, ceux qui contribuent, vous me permettrez de dire comme ça, à faire la fortune de ces grands patrons. Parmi les grands patrons qu'il a reçus, il y a un certain nombre d'escrocs, de gens qui fraudent le fisc par le biais de leurs entreprises. Vous savez très bien à quoi je fais allusion. Je ne suis pas contre qu'on les reçoive et qu'ils créent des emplois en France, mais j'aimerais bien qu'il y ait en quelque sorte le tapis rouge déroulé pour, je ne sais pas, par exemple, les smigards. Je serais frappé de voir effectivement Macron recevoir ces gens-là. On passe à Natacha Polony. Votre question à Gérard Miller. Alors ma question, c'est d'abord une citation. Je ne sais pas si vous la connaissez, Simone de Beauvoir. La vérité est une, seule l'erreur est multiple. C'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. Et en fait, cette phrase, je trouve, résume un léger problème qui m'a toujours gênée, c'est-à-dire que dans le camp que regroupe pas seulement les Insoumis, mais une partie de la gauche française, il y a une forme de sectarisme qui, à mon avis, empêche de fédérer tous les perdants, tous les sacrifiés du système néolibéral, parce qu'on les classe en fonction de leur appartenance au camp du bien. D'ailleurs, la variante, c'est la phrase de Jean-Paul Sartre, « Quand je dis un homme de droite, je veux dire un salaud ». Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une des limites, parfois, de ceux qui se disent de gauche? Oui, je le pense, effectivement. Je crois que je suis assez bien placé pour avoir été membre d'un certain nombre d'organisations d'extrême gauche, pas très nombreuses, mais quelques-unes, qui étaient effectivement profondément sectaires. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une gauche non sectaire pour une raison simple, c'est qu'on abandonne même l'idée de gauche. Déjà, dire gauche-droite, c'est quand même déjà considérer que d'un côté, il y a les bons, de l'autre côté, les mauvais. Moi, par exemple, si je parle de vous, je ne considère pas que vous êtes de gauche, je ne sais pas si vous accepterez qu'on vous classe à droite, je m'en fous. Beaucoup de choses de ce que j'entends de vous, je les trouve formidables. Et je me dis donc qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça que Mélenchon a réussi, il faut arriver à unir au-delà du clivage gauche-droite. Parce que si les gauches, c'est les socialistes... Tout le monde, par exemple, aux médias, est d'accord avec vous là-dessus. Parce que quand on écoute, tout de même, le média, il y a des fois où on se pose des questions, hein, honnêtement. Alors franchement, le média, merci de le citer, puisque je souhaite notamment être dans cette émission pour qu'un certain nombre de gens deviennent sociaux, et donc regardent notamment le journal télévisé et le reste sur Internet, en tapant mediatv.fr. Je pense que le média va dans cette voie que vous évoquez. Et vous pouvez dire, je ne pense pas que c'est un secret, que lorsqu'on a fait le manifeste, je vous avais demandé de le signer au même titre que je l'avais demandé à Poutou ou à Montebourg, pour prendre des politiques, ou à Eva Joly.
Et je ne voulais pas demander à vous, Ardisson, je pense. Moi, je suis monarchiste, ça vous Et emmerde. alors, vous êtes... Vous m'auriez accepté. Mais écoutez, je considère que vous n'êtes pas raciste, que pas vous du n'êtes tout. pas antiféministe, que vous n'êtes pas antisémite, que vous considérez effectivement que l'écologie, c'est pas une folie. Moi, je D'accord. souhaite que le média soit effectivement je signe, alors. aussi large. Eh oui. Donc vive le Je pluralisme. signe. Bien. Raquel Garrido, votre question à Gérard Miller. Alors, Gérard, vous êtes psychanalyste, mais comme vous êtes un psychanalyste très volubile, du coup, on vous a beaucoup vu à la télévision, à la radio, puisque moi, je commence en fait ce job-là d'être à la télévision. Quel conseil auriez-vous à me donner, vous qui avez tellement travaillé dans ce milieu? Le conseil, c'est d'avoir l'idée, lorsque vous parlez à des millions de personnes, ou des centaines de milliers de personnes, de faire en sorte que vous parliez d'abord aux 10, 15, 20 personnes qui vous sont importantes. Moi, j'ai toujours l'impression, quand je suis à la télévision, de parler sous le regard d'une petite dizaine de gens, y compris à l'occasion de gens qui sont morts. Je trouve que c'est très important de s'adresser au plus grand nombre, en ayant en tête d'abord qu'est-ce qu'auraient pensé de ce que tu es en train de dire les quelques personnes que tu aimes par-dessus. Très bon conseil, voilà Raquel. D'accord, merci. En plus, je pense qu'il a raison. François-Olivier Gisbert, alors, votre question à Gérard Miller. Gérard Miller, Georges Pompidou disait des grands politiques, ils sont parfois un peu fous, ils sont parfois très fous. Enfin, en tout cas, ils sont toujours tous fous. Alors, en tant que psychanalyste, quel diagnostic objectif portez-vous sur, on va commencer par Donald Trump? Le problème de Trump, c'est qu'il n'est pas plus fou que la quasi-totalité des Américains. Et que, pour moi, Les Américains sont plus fous que les autres êtres humains. Oui, il a raison. en tout cas, c'est quand même eux qui ont choisi Trump et qui ont choisi à travers leur histoire un certain nombre de dingues complets. Ça m'amuse lorsqu'on parle de la folie de Trump. Est-ce que vous savez que le seul livre que Freud a écrit et qui a été publié après sa mort et qui était quasiment clandestin, c'est un livre sur un président des États-Unis qu'il détestait, qui était le président Wilson, celui de la Société des Nations après la guerre de 14-18, Putain, c'est qui pas considérait Woodrow. comme un halluciné qui complet. était zinzin. Le président Johnson, contre lequel j'ai souvent manifesté à l'occasion de la guerre du Vietnam, n'avait qu'une préoccupation, la taille de sa bite. Oui, oui, oui. Kennedy, j'ai dit un Très peu humain, ça, c'est vulgairement. masculin, je suis 32 désolé. Mais enfin, quand vous dirigez un grand pays, il faut s'occuper de la grandeur légèrement différente. Alors, on passe au suivant maintenant. Ah bon, d'accord. Macron. Oui, parce que vous voulez faire tous. Macron. Si je devais lui trouver une pathologie... 18 cm, Macron. Non, si je devais lui trouver une pathologie, je pense qu'il est plus hystérique qu'on ne l'imagine. C'est pas parce qu'il est extrêmement posé, extrêmement calme. Moi, j'aime beaucoup l'hystérie. Je trouve que les hystériques ont changé le monde. Lui, il a quand même un côté... Il bouillonne à l'intérieur. Non, c'est-à-dire que l'hystérie, c'est à l'occasion de la contestation, et en même temps, c'est une certaine façon d'avoir rapport au maître. Moi, je pense que dans le couple, celui ou celle qui dirige plutôt, c'est Brigitte Macron. Je le pense depuis toujours, ce qui n'a aucun côté offensant. Ça rigole tous les couples. ouais, bien sûr. Absolument. Je pense que cet homme était fait, effectivement, pour être dans la position de soutien d'un maître puissant. Gérard, le narcissisme de Macron, est-ce que c'est pas clinique? Alors, son narcissisme, il est encouragé, alors là, pour le coup, je peux le dire, par la quasi-totalité des médias. Est-ce que vous avez remarqué que la première photo où Macron a l'air, j'allais dire, humain, c'est la photo du Nouvel Observateur où on le voit fermé derrière des barbelés à propos des migrants. Sur toutes les autres photos, Macron au ski, Macron à la plage, Macron fait du vélo. On a l'impression, je ne sais pas comment ils font pour le photographier comme ça, sur tous les angles, il est beau gosse, il est séduisant, il est souriant, il est martien. Personne dans la vie n'a ce look Ça, c'est aussi sûr. parfait. Alors maintenant, vous Bien. n'allez pas y couper, c'est le Oui. diagnostic du psychanalyste sur Mélenchon. Ce qui, moi, me touche chez Mélenchon, c'est qu'il a même, si on parle pathologie en riant, c'est qu'il a la même pathologie que Victor Hugo. C'est-à-dire que c'est des gens dont on peut dire effectivement que c'est tout sauf des modestes, mais ce qui les sauve, Victor Hugo comme Mélenchon, c'est qu'ils considèrent que le peuple est plus grand qu'eux. Je le dis sans exagération. Évidemment qu'il y a chez lui ce que vous pouvez appeler de la mégalomanie au sens simple du terme. Bon, très bien. Mais ce qui fait leur grandeur à tous les deux, c'est qu'ils ont le sentiment que plus fort qu'eux, il y a l'histoire de France, que plus grand qu'eux, il y a le peuple, et ça les sauve du coup de la folie. Moi, je vais vous dire, les gens les plus fous, au sens simple du terme, c'est les gens qui croient à eux-mêmes, plus qu'à autre chose. Macron, effectivement, est beaucoup plus inquiétant que Mélenchon parce qu'il croit en lui. Mélenchon, il croit secondairement en lui, il croit d'abord dans le peuple français, comme Hugo. Et bien, ça les sauve de la folie. Bravo, bien dit. Monia Cachemire, alors, votre question pour Gérard Miller. Oui,
Je vais encore faire appel à votre expertise de psychanalyste pour nous aider à analyser ces lapsus de politiciens. On va commencer par celui d'Éric Woerth sur l'immigration. On regarde. On doit accueillir un certain nombre d'autres personnes. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. Ça se trouve, c'est pas un lapsus. Avoir une immigration que l'on méprise. Il en pense quoi, le psychanalyste? Il pense que très souvent, dans le lapsus, c'est la vérité qui sort. Hein. Ouais. C'est quand même ça. Vous savez, c'est l'exemple que prend Freud du type qui va diriger un congrès. Ça le fait chier, l'idée de passer 3 jours avec ses congressistes. Il doit simplement dire « je déclare la séance ouverte » et il commence en disant « je déclare la séance close ». Ouverte. C'est ça le lapsus, c'est un moment de vérité. Comme cette phrase. Continuez. On continue avec Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, vous les regardez? On regarde. Les fichiers, il y en a 2 qui sont des fichiers majeurs, il y en a d'autres. Mais sur les fichiers des empreintes génitales, Alors, est-ce que ça vous arrive de faire des lapsus sur vos parties digitales? Alors, précisément là-dessus, non, mais je considère qu'il n'y a pas de bon discours sans un bon lapsus, et j'adore les lapsus, je les ai souvent commentés. Sur cette phrase-là, je dirais que l'ambition de ces hommes qui ont été ministres de l'Intérieur et qui veulent nous contrôler, c'est qu'ils veulent nous contrôler jusqu'au plus intime de nous-mêmes. Et ils ne trouvent pas normal que, finalement, dans les fichiers, il n'y ait que nos empreintes digitales. Ils voudraient aussi qu'il y ait les empreintes les plus intimes de notre personnalité. C'est là où la psychanalyse... Il a peut-être envie tout simplement de tirer un coup. Ouais, peut-être. On continue avec la personne que vous adorez le plus, à mon avis, après votre femme, Jean-Luc Mélenchon. On regarde. Ne mélangez pas tout le monde. Danielle Obono est une militante antiraciste et antisémite. Contre l'antisémitisme, pardon. Ouais. Là, attention. Là, ça va être là, dur de... Parce qu'Obono, Ouais. elle est quand même un peu suspecte. Moi, je vais faire une interprétation à partir de ce que je sais, notamment de Mélenchon. Moi qui suis juif et qui ne le cache pas, même si je ne suis pas croyant, pas pratiquant, Vous appelez etc., Miller, etc. quand même, vous appelez pas Cohen. Je m'appelle Miller, mais c'est un nom qui est très souvent porté par des juifs. Moi qui sais donc au plus près de de ma chair, qui sont les antisémites et qui ne le sont pas une seconde de tout ce que je sais de Mélenchon et de tous les contacts personnels que j'avais avec lui. Non, mais il a parlé de Bono. Non. On parle de Bono. Je commence déjà par Mélenchon. Je ne pense pas une seconde. Ah oui, mais il parle de Bono. D'accord. Ça, c'est une première chose. répondre à C'est lui côté. qui fait le lapsus. Justement, il s'y connaît. Et ensuite, alors, Obono, je la connais moins, évidemment. Ce que je vois d'elle, parce que je l'ai rencontrée quand même dans ma vie, ce que je vois d'elle, ce qui domine en elle, c'est sa volonté de lutter contre toutes les formes d'exclusion et de racisme. Et moi qui ai été le copain de Dieudonné, bien évidemment, avant qu'il ne devienne publiquement ce qu'il est, et qui n'ait pas vu, effectivement, à quel point c'était un type épouvantable, et qui ne l'ait pas vu, je dirais, un peu trop tard. Bon, ça, je le reconnais volontiers, c'est-à-dire qu'au moment où on me disait « alors, Dieudonné antisémite », je disais « mais non, pas du tout ». Donc, je suis tout prêt à considérer que je suis à l'occasion aveugle, Donc, ou en vous tout cas... voyez pas Gérard. Mais pour Obono, de ce on que parle je pas de sais ça. d'elle, je ne pense pas une On parle pas seconde de ça. que cette femme soit mais Gérard, antisémite. vous Pas une savez- seconde que je peux commenter juste là-dessus, c'est que je pense que la pression est tellement forte sur Mélenchon, sur cette question antisémitisme ou pas, alors que pour lui, c'est tellement éloigné de sa philosophie que du coup, effectivement, ça c'est... Moi, je pense que vous avez une conception du lapsus à géométrie variable. Certainement. Je pourrais parfaitement vous dire que je considère M. Woerth, que je connais bien, comme exclusif de tout racisme, et je peux considérer aussi que peut-être M. Mélenchon a un peu de recul par rapport aux thèses de M. Obono, de Mme Obono, pardon, d'où le lapsus, d'où mon propre lapsus. C'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge.